Bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle Star 21 TV et bienvenue dans l'émission Starcom. Starcom, faut le dire, c'est l'émission qui décrypte, analyse l'actualité et pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité nationale. Et dans cette émission, nous parlons de la situation qui prévaut en Guinée avec le Front National pour la défense de la Constitution qui n'entend pas lâcher la pression contre le pouvoir d'Alpha Condé en dépit de la présence en Guinée des experts de la CEDEAO et de l'Union africaine. Les membres du front dressés contre une nouvelle constitution et un troisième mandat d'Alpha Condé ont organisé également une nouvelle marche pacifique ce jeudi pour exprimer leur position vis-à-vis du référendum constitutionnel prôné par le pouvoir d'Alpha Condé. Une manifestation du Front National qui s'est soldée par des arrestations au sein du FNDC. Alors nous, dans cette émission, nous posons le débat. Quelle analyse il faut faire de la situation sociopolitique du pays depuis 10 années de gestion du professeur Alpha Condé? Que dire de la détermination du Front National pour la défense de la Constitution de maintenir la pression sur le pouvoir d'Alpha Condé? Et qu'est-ce qu'il faut s'attendre de cette visite des experts de la CEDEAO et de l'Union africaine? Toutes ces questions seront abordées dans cette émission par notre invité de parcours qui n'est autre aujourd'hui que Dr Ousmane Kaba. Il est le président du parti PADES et également un parti membre du Front National pour la défense de la Constitution. Docteur, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission Starcom. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Barry et merci à tous vos téléspectateurs. Alors, on va commencer cette émission par faire notamment cette revue de la situation qui prévaut en Guinée en termes de regard. Il faut rappeler que qui parle de Dr Ousmane Kaba parle également d'un ancien collaborateur du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, après le recul, en termes de regard, quelle analyse peut-on faire de la situation de la gestion du professeur Alpha Condé après 10 ans de gestion? Écoutez, ça c'est une question vaste. Si on doit faire le bilan du professeur Alpha Condé, c'est un bilan qui est plus que mitigé. Parce que d'un point de vue politique, ça se termine par un acte, une tentative de déstabilisation de notre constitution et se maintenir au pouvoir, une présidence à vie. Malheureusement, et c'est une grande déception pour nous tous, vous l'avez dit. En 2010, nous avions cru que le professeur Alpha Condé, après 40 ans de lutte acharnée pour l'alternance politique et la démocratie en Afrique, puisse complètement changer à la fin de son mandat, maintenant pour se transformer en despote et vouloir maintenir, confisquer le pouvoir à vie, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi la situation, la crise politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui est née de la volonté du professeur Alpha Condé de se maintenir coûte que coûte au pouvoir en dépit de notre constitution qui limite à 2 le nombre de mandats. Et il a attendu justement la fin de son second mandat pour vouloir changer la constitution dans l'unique but de se présenter, d'avoir un troisième mandat. L'article 27 de cette constitution est très clair. Nul ne peut avoir plus de 2 mandats consécutifs ou pas. Dans cette volonté, il a d'abord voulu modifier la constitution, vous vous souvenez? C'était ça le débat au départ. Notamment modifier le nombre de mandats et la durée des mandats. Il a pris sur les intangibilités. Voilà, maintenant il se trouvait que ça fait partie des intangibilités de cette constitution sur laquelle il a pourtant juré 2 fois de faire respecter la constitution. Dans l'impossibilité d'atteindre son objectif de se pérenniser au pouvoir, c'est en ce moment et en ce moment seulement qu'on a commencé à parler de nouvelle constitution.
Du reste, lorsque vous les écoutez, toutes les améliorations, je n'en disconviens pas, il y en a. Toutes ces améliorations pouvaient être simplement dans le cadre de la modification de la Constitution qui existe. On pouvait les insérer, les modifier à cette Constitution. Voilà un peu sur le plan politique. Nous avons vu des restrictions de libertés fondamentales. Justement, sur ces restrictions de liberté, il faut le dire quand même qu'il y a la nouvelle formule désormais qui commence à être développée. Au départ, on a eu cette interdiction des manifestations qui a été finalement levée. Mais aujourd'hui, on assiste, c'était le cas notamment de la dernière marche du FNDC. L'État refuse systématiquement de vous accepter en termes d'autorisation des manifestations sur l'autoroute Fidel Castro. Comment est-ce que vous apercevez ça également? Non seulement l'autorisation de manifestation pacifique est refusée, mais en même temps, nous assistons à de la répression, à des kidnappings. On vient de kidnapper, c'est vraiment le mot, puisque des personnes non identifiées et cagoulées ont arrêté deux de nos jeunes, Ibrahim Diallo et Koundouno, et on ne sait même pas où ils sont. Même les avocats ne sont pas en contact avec eux. Ce qui prouve à suffisance la nature dictatoriale de ce qui est en train de s'établir en Guinée. Et j'attire toujours l'attention des Guinéens et des Guinéennes que c'est très grave, parce que le combat pour la liberté est un combat collectif. Que les gens ne commettent surtout pas l'erreur de penser que c'est une affaire du FNDC ou bien de quelque parti politique que ce soit. C'est l'affaire de l'ensemble du peuple de Guinée. Alors, si lorsqu'on commence à restreindre la liberté, ça devient très grave parce qu'on est en train d'établir les bases d'une société dictatoriale, une société de violence basée sur la violence d'État. Alors, si vous permettez, docteur, il y a également d'autres acteurs politiques de Guinée qui ont également les regards sur ce qui se passe en Guinée en termes d'arrestation des membres du Front National pour la Défense de la Constitution. Il faut le dire que le chef de file de l'opposition, Elassili Dalen Diallo, président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée, s'est également exprimé sur cette situation que prévoit en Guinée. On suit cet élément de reportage réalisé au niveau du QG du chef de file de l'opposition. C'est lui qui donne ses impressions et sa position sur la nouvelle forme notamment de répression du pouvoir d'Alpha Condé. Nous sommes le samedi 7 mars 2020. Premier sujet à l'ordre du jour de cette assemblée hebdomadaire de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le présumé kidnapping à répétition des citoyens par des hommes cagoulés à Conakry. À ce jour, plusieurs militants du front sont détenus au camp de Soronkoni. À Kankan, dénonce le leader de la principale formation politique de l'opposition. Les dernières pratiques qui relèvent des pratiques anciennes, qui consistent à kidnapper les citoyens, à les incarcérer dans des lieux secrets, à les maltraiter, à leur infligeant des traitements inhumains et dégradants, à leur infligeant périodiquement des guettes noires, à les mettant en dehors de tout contact avec les familles. Ces pratiques que la Guinée avait connues sont de retour. Alpha Condé a ses propres Kangwaro aujourd'hui. Il s'appelle Sorokoni. Des dizaines et des dizaines de Guinéens sont incarcérés là-bas, subissant des traitements inhumains et dégradants en dehors de toute légalité. Les ennuis du FNDC et ses militants ne sont pas terminés. Ibrahim Diallo et Sékou Koundouno, membres du Front Anti-Nouvelle Constitution, ont été à nouveau arrêtés dans la soirée du vendredi 6 mars 2020. Une situation inacceptable pour le chef de file de l'opposition guinéenne. On a procédé hier à l'arrestation de Sékou Koundouno et de Ibrahim Diallo. C'est un kidnapping par des policiers encagoulés. Et c'est assumé parce qu'il semble que la police a dit que c'est comme ça qu'on traite les criminels. Comment pouvez-vous traiter Sékou Koundouno, Ibrahim Diallo comme des criminels? Il suffisait de leur envoyer une convocation.
ils auraient répondu. Mais c'est des gens cagoulés qui montent le mur, qui viennent, brutalisent l'épouse de Ibrahima Diallo, qui procèdent à leur kidnapping et qui les enferment. Notre pays est en train de faire un recul extrêmement grave au plan des droits humains et au plan de l'instauration de l'état de droit. Ben Youssouf Keïta, un des inconditionnels de l'UFDG, réaffirme la détermination de l'opposition à défendre en commun l'idéal démocratique en Guinée. Nous avons 105 km à parcourir. Et de 105 km, on avait parcouru 100. Il restait 5. Aujourd'hui, il nous reste seulement 1 km. Un seul kilomètre. Et c'est le kilomètre le plus difficile. Beaucoup sont morts, certains ne sont même pas enterrés encore. On a kidnappé beaucoup d'entre nous et ils vont continuer de le faire. Mais n'ayons pas peur. Cette détermination de Ben Youssouf Keïta est tout aussi ferme chez Cellou Dalein Diallo. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est d'ailleurs interrogé sur l'engagement des experts de la CEDEAO à pouvoir mener à bon port la révision du fichier électoral. Parlant de la situation en Côte d'Ivoire, le principal opposant d'Alpha Condé invite son adversaire à prendre l'exemple sur le président ivoirien qui promet officiellement de quitter le pouvoir au terme de son second mandat. C'était la réaction du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, sur cette nouvelle pratique de répression du pouvoir d'Alpha Condé. Alors forcément, docteur, vous avez une réaction parce que désormais, il faut dire que la procédure reste bafouée en termes d'interpellation. Est-ce que tout ça tombe à la période où la Guinée aspire à être notamment dans une démocratie, surtout qu'on a quand même un président qui se réclame comme étant un professeur de droit? C'est quand même incompréhensible. Ben, c'est ce que je disais. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Guinée est en train de glisser vers une dictature. Au départ, c'était une dictature rampante. Maintenant, c'est une dictature galopante. Car on voit bien la restriction des libertés. Et des activistes politiques qui sont présentés comme des criminels. C'est le début de la dictature. Et c'est très grave parce que nous avons petit à petit la restriction de toutes les libertés publiques en Guinée, même la liberté de manifester, la pluralité de l'information. Il est très difficile actuellement d'avoir des autorisations pour de nouveaux organes de presse. Il est presque impossible de créer un parti politique. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à la parole puisque ceux qui veulent manifester, et c'est le rôle des partis politiques de sensibiliser la population et les militants. Donc ceux qui veulent manifester sont enlevés pratiquement. C'est pour ça que j'ai dit le mot kidnapping convient très bien parce qu'il s'agit des personnes non identifiées, des agents cagoulés qui viennent enlever les hommes politiques, les activistes chez eux à n'importe quelle heure. Ça devient extrêmement grave. Alors si on intervertissait la question, parce qu'il faut dire également que le FNDC auquel vous appartenez également, le pouvoir a des arguments vis-à-vis de ces actions parce qu'on estime que vous êtes parti trop loin en termes notamment d'appel, surtout quand vous appelez à la résistance, étant donné que la Guinée n'a pas atteint ce stade où on peut parler d'une résistance. Est-ce que là également, c'est pas du berger à la bergère que l'État est en train d'agir? Ben, c'est ce que vous croyez. D'abord, lorsque le chef de l'État veut changer la constitution pour se maintenir, c'est ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. C'est condamné par toutes les organisations internationales, y compris notre organisation au plus près, la CEDEAO. Lorsqu'on attend la dernière année de son mandat, au lieu de chercher à avoir des successeurs dans son propre parti et présenter au peuple de Guinée pour des élections libres, transparentes, inclusives, et pour assurer la succession démocratique, non, on veut s'accrocher et on provoque une crise politique. Mais lorsque cette crise politique s'accompagne des restrictions de liberté, comme on vient de le dire, ça devient extrêmement grave. Donc nous allons vers la dictature. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas prendre ça comme un jeu entre le FNDC et le pouvoir.
c'est un jeu qui inclut tous les citoyens de la Guinée. Et que vous soyez du FNDC ou pas, la liberté, c'est une notion qui est totale. Un pays est libre où les gens sont libres de s'exprimer, mais lorsqu'on commence à bâillonner la liberté, on bâillonne la liberté pour tout le monde, y compris les journalistes. Et vous l'avez compris, ce sont des propos du président du parti PADES, également membre du Front National pour la Défense de la Constitution. Avec lui, nous passons en revue la situation sociopolitique qui prévaut en Guinée, à travers notamment la crise autour de l'organisation du référendum constitutionnel qui se trouve être notamment bloqué par un certain nombre de grands partis de l'opposition, et pourquoi pas de ces manifestations du Front National pour la Défense de la Constitution. On marque une courte pause, on revient juste après pour continuer. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. De retour dans cette émission, une émission consacrée essentiellement sur la situation qui prévaut en Guinée. Il faut le dire que cette situation qui brille par l'arrestation vendredi 6 mars dernier des leaders du Front National pour la Défense de la Constitution, Ibrahima Diallo, Sékou Koundono, qui ont été arrêtés en la marge notamment d'une journée de manifestation qui a été empêchée par les autorités. Alors, docteur, il y a aujourd'hui cette question qui reste également pendante, c'est un peu la crise politique en Guinée qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reste sans solution. Nous avons assisté notamment à beaucoup de déclarations et beaucoup de réactions sur cette crise. Vous, en tant que président du parti PADES, aujourd'hui, quelle observation faites-vous de la crise politique guinéenne autour de l'organisation du référendum constitutionnel? Ok, je pense que c'est une véritable crise politique, une crise économique aussi, on va en parler. Mais avant cela, j'en profite puisque j'y pense de présenter nos condoléances aux familles éplorées à la suite de l'accident des jeunes sportifs qui se rendaient à Cancan. Oui. Et chaque fois que nous perdons un jeune, c'est une catastrophe pour le pays. Je ne veux pas m'étendre sur cela, mais condoléances à la famille biologique et aussi à la famille sportive. Hein. Et lorsque les jeunes sont fauchés dans la fleur de l'âge, c'est toujours quelque chose de très triste. Ben, ceci dit, pour revenir à la crise politique, oui, qui a été provoquée par le comportement... Alors docteur, si vous permettez, on fait signe parce qu'il faut le dire que pour illustrer un peu, allez-y, on me fait savoir que c'est pas disponible. Allez-y sur la crise. Voilà, pour parler de la crise politique que nous avons, la crise est née de la volonté du chef de l'État de s'éterniser au pouvoir. Ensuite, il y a eu la formation d'un Front National de la Défense de la Constitution qui regroupe et les partis politiques et la société civile. Tous les Guinéens désireux de défendre la Constitution, de défendre la liberté, de défendre le principe de l'alternance et donc la démocratie. Car il faut le rappeler, il n'y a pas de démocratie avec les présidences à vie. Donc, d'un point de vue bilan, puisque vous avez demandé le bilan politique du FNDC, moi j'estime que c'est un grand succès. Grand succès aussi bien à l'intérieur de la Guinée qu'à l'extérieur. En fait, que font les partis politiques? Les partis politiques ne sont pas des armées. On n'est pas là pour de la violence. Les partis politiques ont pour objet de sensibiliser, d'informer, de sensibiliser les militants et au-delà des militants, le peuple de Guinée. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple dans son entièreté a été largement informé sur les tenants et les aboutissants d'un troisième mandat, je veux dire d'une présidence à vie et les méfaits que cela provoque au niveau de la gestion économique, de la gestion politique de notre nation et le recul que cela fait pour la démocratie. Je pense que la jeunesse guinéenne n'est pas prête à accepter une présidence à vie. Au niveau de l'extérieur, nous avons eu de très grands succès. À cause de l'ensemble des activités du FNDC, le monde est devenu conscient du danger qui guette la Guinée. Au niveau de la CEDEAO, vous avez vu la réaction de la CEDEAO qui a à la fin retiré même ses observateurs. La réaction de l'Union africaine, parce que les deux travaillent ensemble selon le principe de la subsidiarité. Et vous avez vu la condamnation du gouvernement guinéen par l'Union européenne
et la France, les États-Unis, un peu partout dans le monde. Je pense que c'est un gros succès du FNDC. Alors, si vous permettez, docteur, pour un peu illustrer vos propos en termes de kidnapping, il y a quand même ces témoignages que nous voulons faire en direct dans cette émission avec cette intervention de Madame Asmaou Bari. Elle est l'épouse de Ibrahima Diallo, le responsable des opérations et des antennes du FNDC. Madame Diallo, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour. Alors, il faut dire quand même que c'était une histoire un peu triste parce que tout le monde a vu votre témoignage sur les réseaux sociaux, également sur des sites d'information. Alors, en dire dans cette émission, qu'est-ce qu'on peut savoir sur notamment la procédée des hommes cagoulés qui ont enlevé votre mari vendredi dernier? Vendredi à 19h, il était 19h passé de quelques minutes. Des hommes encagoulés et armés ont fait irruption dans notre domicile, certains en escaladant le mur et d'autres en défonçant le portail d'entrée. Donc, ils sont arrivés, ils sont rentrés et moi, quand j'ai entendu le bruit, j'ai carrément dit qui est-ce que attendez, je prends la clé pour ouvrir. Malheureusement, ils n'ont pas entendu de cette oreille. Il fallait donc pour eux exercer la violence. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont introduits dans notre maison. Et moi qui étais donc arrêtée, j'ai voulu établir un certain dialogue avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils ont une convocation ou un mandat qui leur autorise de rentrer comme ça dans le domicile d'autrui. Et je pense que ces questions les ont agacés, donc ils ont commencé à me brutaliser, à m'humilier devant ma jeune sœur et devant les autres, parce qu'ils étaient une vingtaine de garçons. Et donc, ils ont arraché la porte d'entrée du salon pour s'introduire dans la maison, parce que mon mari était entré pour se changer. Lorsqu'ils sont arrivés, il était juste en culotte et débardeur. Il fallait donc qu'il se change. Donc là, ils sont rentrés. Lui, il avait fini. Il venait vers eux. Il s'est livré à eux. Par contre, Kounduno, qui essayait de mettre une chaussure, n'a pas eu le temps de le faire. Ils l'ont tout de suite pris comme ça, l'amené, manu militari, sans chaussure et en culotte. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, à leur passage, moi, après m'avoir brutalisé, ils ont volé mon téléphone, qu'ils ont emporté avec eux, que d'ailleurs ils sont en train d'utiliser pour exporter des informations à certains de mes contacts, en leur envoyant des messages pour se passer comme si c'était moi. Oui, on a vu ça sur votre compte WhatsApp qui est apparemment piraté, parce que moi-même j'en ai reçu quelques messages de votre part. Ah d'accord, et pourtant je ne l'ai pas fait. Donc, c'est toujours eux qui sont en train de le faire. Alors, quelle est la situation qui prévaut désormais en vous concernant en termes de la procédure à suivre? Parce qu'une telle violation, quand même, mérite d'être poursuivie. Est-ce qu'on peut s'attendre à une plainte dans les jours à venir, notamment de la part de la famille, vis-à-vis de ce dont vous avez été victime? Oui, moi, je compte déposer plainte aujourd'hui contre mes agresseurs. Parce que j'estime qu'ils se sont introduits dans ma maison en violation de domicile. Ils ont exercé une pression morale, ils nous ont agressés physiquement. Et moi, personnellement, ils m'ont humilié et ils ont causé du dégât à la maison. Et tout cela ne peut pas rester impuni. Donc, moi, je compte bien porter plainte pour violation de domicile, agression contre ma personne, humiliation et destruction de biens dans ma maison, mais aussi vol de mon téléphone et utilisation de mes données informatiques sans mon consentement. Merci, madame, et nous vous disons courage pour votre combat. Il faut dire qu'elle était en direct dans cette émission, madame Asmaou, madame Diallo, née Asmaou Bari, l'épouse notamment du responsable du FNDC en charge des opérations et des antennes en ce qui prend à la personne de Ibrahima Diallo. Alors, docteur, on va rester avec vous sur la crise parce qu'il y a un aspect que beaucoup de personnes se sont posées. D'abord, je voudrais, avant de continuer, vous dire combien je suis ému par le témoignage poignant de Asmaou. On a tenu il faudrait que les Guinéens soient conscients de ce qui se passe en Guinée. C'est dramatique pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un problème de Ibrahim Diallo et de Sékou Kounduno, c'est un problème de la Guinée, de tous les Guinéens.
et en première ligne de tous les journalistes qui sont d'ailleurs les premiers sacrifiés lorsqu'on veut bâillonner un pays. Donc il faut que toute la Guinée se mobilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée. Et vraiment, c'est l'occasion de rendre hommage au FNDC à l'extérieur. Dans tous ces pays à l'étranger, les Guinéens se sont battus bec et ongles pour faire connaître le combat du peuple de Guinée. Et qu'ils soient tous remerciés aujourd'hui. Et je pense que vos messages seront bien entendus, parce que je rappelle que la télé Star 21 TV est plus suivie à l'international qu'en Guinée. Je pense que votre message va être adressé notamment à de bonnes personnes. Alors, restons sur cette crise, parce qu'il faut le dire que l'une des informations que beaucoup de personnes n'ont pas trouvé de réponse, c'est un peu cette annonce du président portant sur le report. Est-ce que c'est dû au combat du FNDC ou bien c'est juste dû à un vent de démocratie qui désormais l'Afrique de l'Ouest reste accrochée? Ben, c'est indissociable. Le vent de démocratie ne vient pas du hasard. C'est le combat des hommes et des femmes de bonne volonté dans tous les pays. Je vous ai dit que la liberté, c'est toujours une conquête, ce n'est jamais donné. Et grâce au FNDC, grâce aux personnes de bonne volonté, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, le combat pour la démocratie est un combat qui mobilise énormément les Guinéens aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose. Le fait de reculer les élections, c'est évidemment l'ensemble de ces pressions, à la fois intérieures et extérieures, tout le monde le sait. Malheureusement, nous avons un gouvernement qui est insensible au dialogue simple. Il faut toujours des pressions pour que le gouvernement puisse reculer. Mais ce n'est qu'un recul temporel qui ne résout pas les problèmes. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, que les grands problèmes sont les suivants. Premièrement, il faudrait que le chef de l'État renonce à imposer un troisième mandat obligatoire au peuple de Guinée par le biais d'un coup d'État constitutionnel. Quand vous dites imposer, c'est comme si c'est anticonstitutionnel, docteur. Bien sûr que c'est... Le référendum n'est pas aussi anticonstitutionnel. Mais si, parce que le chef de l'État a juré sur la Constitution pour dire qu'il va respecter cette Constitution en 2010 et en 2015. Le problème n'est pas tant un débat constitutionnel en réalité. La Constitution n'est qu'un paravent. C'est la volonté délibérée de s'éterniser au pouvoir, de faire une présidence à vie qui est le Même s'il n'a jamais dit qu'il veut faire un troisième mandat. Il a dit non, je regrette, ce ne sont pas des intentions, il l'a dit plusieurs fois déjà. Nous avons tous des oreilles pour écouter. Je crois qu'on ne va pas se jouer à ce jeu de cache-cache. Il l'a dit dans plusieurs interviews, sa volonté de se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. Et du reste, je vous ai dit que si c'était les améliorations dont il parle ici, ces améliorations pouvaient être dans une modification de la Constitution. Donc, vous parlez d'abord du premier problème en ce qui concerne... Donc, ça, c'est le premier problème, le plus important. Que le président renonce. C'est que le président renonce à imposer un troisième mandat, une présidence à vie à la Guinée. Le deuxième problème, c'est que tous les partis doivent participer au processus électoral. Vous avez refusé de participer, attendez. C'est vous qui avez claqué la porte du processus. Non, vous vous trompez, c'est trop simple. Et troisièmement, les deux étant liés, il faut qu'on ait un fichier raisonnable. Lorsque vous avez tous ces problèmes, nous, au PADES, qu'est-ce qui nous a révoltés? Parce que nous savions qu'il allait mettre ensemble, coupler et les élections législatives et le référendum. C'est la raison principale qui nous a fait reculer, nous. Et ça n'a pas raté. Ça veut dire que, a posteriori, nous savons que nous avions raison. Et deuxièmement, nous avons un fichier qui n'est pas du tout un fichier réaliste, parce que tout le monde sait qu'on a enrôlé des milliers et des milliers de jeunes. Vous n'avez qu'à voir le ratio de ceux qui votent par rapport à l'ensemble de la population. Ce ratio, attendez. Dans ce fichier, c'est un avantage pour le PADES parce que attendez, je voudrais bien qu'on parle de la politique guinéenne, pas des particularités, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas parce que ça s'est fait en Haute-Guinée que nous allons appuyer. Je crois qu'il ne faut pas insulter la dignité des hommes politiques. En ce qui me concerne, moi, je fais la politique parce que je suis sincère. Ouais. Je ne fais pas de démagogie. Je ne suis pas à la recherche effrénée du pouvoir coûte que coûte. Je suis pour que la Guinée progresse. La Guinée ne peut pas progresser lorsque les élections ne sont pas sincères. Les élections ne peuvent pas être sincères quand on n'a pas de fichier fiable. C'est la moindre des choses. Le ratio, je rappelle, des gens qui ont plus de 18 ans par rapport à l'ensemble de la population se situe toujours dans la fourchette de 40 à 45%. Lorsque vous avez plus de 68%
de Guinéens inscrits sur un fichier, alors qu'ils ne sont que 12 millions, ça veut dire que c'est exagéré. Ça veut dire qu'on a beaucoup de jeunes. Et je rappelle que les jeunes ne sont pas enrôlés qu'en Haute-Guinée, ils sont enrôlés sur toute l'étendue du territoire national. Donc, il ne faut pas en faire un problème local. C'est un vrai problème national, c'est un problème de sincérité du vote. Il n'y a pas de démocratie lorsque les votes ne sont pas sincères. Voilà. Alors, docteur, si vous permettez... Donc, voilà les trois problèmes. Je reprends. Le problème de la Constitution et du troisième mandat. Renonce. Voilà, c'est le premier problème. Le second problème, il faut que tous les partis politiques participent au processus électoral, donc ce soit un processus inclusif. Et troisième problème technique, c'est le problème de fichier. Alors, voilà. La question est que, avec notamment ces exigences désormais vont susciter, c'est est-ce que le délai imparti désormais à ces élections pourront-ils tenir? Parce que vous rappelez que certains acteurs politiques déjà font la promotion d'une transition en Guinée concernant la sortie heureuse de cette crise. Quelle est la position du parti PADES sur la question? On va tenter de répondre à cette question juste après cette courte pause et nous revenons juste après. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. De retour dans cette émission et pour cette troisième partie consacrée essentiellement à la politique guinéenne. Pourquoi pas cette sortie du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui dit ne pas désormais avoir l'ambition de briguer un nouveau mandat à sa propre succession. Alors, docteur, pour celui qui reste notamment dans ces points énumérés, notamment les points qui achoppent notamment la crise, est-ce que vous êtes du même avis que certains acteurs politiques qui pensent désormais qu'il faut une période transitoire pour permettre à la Guinée de sortir de façon heureuse de cette crise parce qu'ils estiment que le président de la République ne peut plus organiser des élections vu que l'institution en charge des élections qui est la CENI aujourd'hui qui ne fait pas l'unanimité en termes de crédibilité. Et quelle est votre position sur En réalité, la CENI a perdu la crédibilité parce qu'en imposant des dates irréalistes, non pas sur la base du chronogramme négocié avec l'ensemble des acteurs, mais selon les desiderata de Sékou Touré. C'est ce qui fait que la CENI... Est-ce que vous n'êtes pas responsable en quelque partie de ça, les acteurs politiques? C'est ce qui fait... Pourquoi? Parce que il y a certains qui ont exigé au départ une CENI technique, mais les acteurs politiques se sont restés sur la question de la CENI politique et on a vu quand une institution électorale est politique, c'est ce que ça donne. Soit on reste redevable à la mouvance, ou à leur propre parti. Écoutez, moi je suis d'accord sur certains reproches qui sont faits à l'opposition, notamment en ce qui concerne la composition de la CENI, les tergiversations des uns et des autres. C'est la même chose que nous avons eu à l'Assemblée nationale lorsque le mandat était terminé. J'étais le seul député à me retirer parce que j'ai estimé que notre mandat était terminé. L'opposition n'a pas suivi. Ça nous a affaiblis et ça continue de nous affaiblir parce que la politique doit être cohérente. Ceci dit, la CENI s'appelle Commission nationale électorale indépendante. Une fois que l'organisme est formé, cet organisme doit asseoir sa crédibilité sur son indépendance. Il ne peut pas être aux ordres de Sékou Touré. Il ne peut pas continuer à nous donner des dates que la CENI ne peut pas tenir. Ça met complètement à l'eau la crédibilité de la CENI et du président de la CENI. C'est ce qui s'est passé. Alors, vous avez demandé, est-ce que dans une semaine, on pourra tenir les élections? Moi, je ne suis pas sûr. D'assainissement du fichier électoral, remettre en place un organe provisoire de gestion des élections crédibles et faire face à cette crise. Donc, du coup, est-ce que c'est possible de finir? Nous sommes déjà au mois de mars. Est-ce que c'est possible? Ou bien, vous, comme les autres... C'est possible dans quel laps de temps? Jusqu'à la fin. Parce qu'on évite également le glissement du calendrier en termes de troisième mandat. Quel est votre regard sur ce qui prône aujourd'hui une phase transitoire en Guinée? Écoutez, normalement la transition doit être faite par le président de la République qui aurait dû déjà, la dernière année de tout président de la République est une année de transition où le président de la République, comme l'a fait Ouattara, le président Alassane Ouattara, où la dernière année sera consacrée à préparer sa propre succession dans son propre parti, à mettre en place
les organisations qui sont nécessaires pour que le pays puisse basculer avec un autre président de la République. Malheureusement, en Guinée, cette transition démocratique, ce que j'appelle la transition démocratique, est complètement perturbée parce que le président de la République refuse systématiquement de mettre les personnes ressources de son parti en avant pour être remplacé, et il s'accroche au pouvoir, il a grippé toute la machine. Parallèlement, la CENI qui est censée organiser les élections a perdu de sa crédibilité. Nous sommes dans un mélo politique. Et nous avons beaucoup de pression à l'international, y compris la CEDEAO qui a envoyé des experts qui vont regarder le fichier, mais il est évident qu'on ne peut pas faire d'élections raisonnables dans un délai d'une semaine. Évidemment. On peut toujours s'entêter pour dire je vais faire des élections, mais vous savez que les conditions ne sont pas réunies, le fichier n'est pas propre, les grands acteurs de la vie politique ne participent pas, et on y a fait le couplage entre les législatives et des référendums, ce qui est complètement illégal. Certains Guinéens n'ont pas reçu leur carte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le FNDC a assigné la CEDEAO au tribunal, à la cour de justice de la CEDEAO à Abuja, et la première audience est prévue le 12, c'est-à-dire ce jeudi, cette semaine, où le FNDC a assigné au tribunal, FNDC, l'ensemble des acteurs à la fois politiques et organisations de la société civile, on a assigné au tribunal la CEDEAO et la Commission et l'ensemble des 15 États membres de la CEDEAO pour non-respect de la réglementation de la CEDEAO. Vous savez que les directives de la CEDEAO sont très claires, et les directives de l'Union africaine. On doit accepter de faire l'alternance démocratique dans un pays. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas éplucher toutes ces obligations démocratiques d'ici 2020. Je crains que non. Et sur la question d'une phase transitoire, écoutez, la phase transitoire... Avec un organe de gestion indépendante, avec un nouveau comité transitoire. Écoutez, cela dépendra de tous les acteurs politiques. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer. Ce que je sais, en tant que FNDC, en tant que parti PADES, nous serons toujours du côté de la liberté, nous serons toujours du côté de la démocratie, parce que nous avons le devoir pour la nouvelle génération d'enraciner au moins la démocratie dans notre pays. Alors, on ne peut pas continuer toujours à faire ce recul démocratique, et avec en plus une gestion économique calamiteuse de notre pays. Alors, et c'est le lieu de rendre hommage au président Ouattara. Si vous permettez, justement, on va aller avec un élément de reportage qui illustre notamment cette annonce historique du président Alassane Dramane Ouattara, qui dit qu'il ne fera pas un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. On suit cet élément, on revient juste après. Le jeudi 5 mars 2020, au congrès de Yamoussoukro, en présence des 352 parlementaires, le président Alassane Ouattara a fait savoir officiellement qu'il ne briguera un troisième mandat. La nouvelle a fait le tour du monde et constitue un tournant décisif dans la marche démocratique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Je salue la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple, a aussitôt déclaré le président français Emmanuel Macron, à valeur de conseil pour la Guinée d'Alpha Condé. Cette déclaration semble ne pas séduire nombre de militants du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Je dois rappeler simplement que les États ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Ouattara a fait beaucoup de réformes dans son pays, mais sincèrement, c'est un monsieur qui n'a jamais permis à l'opposition de s'exprimer, comme en Guinée. C'est bon de comparer les États, mais chaque État a ses réalités, chaque État a ses problèmes internes. C'est aux citoyens, dans un débat démocratique franc et sincère, de trouver des solutions au leur. L'engagement du président Alpha Condé à changer de constitution constitue l'un des maillons de la crise politique guinéenne. Pour ce leader d'une formation politique en herbe, le message du président Ouattara est un appel en direction du régime guinéen et de la Guinée, où la question de l'alternance politique cristallise les positions. Si en Europe,
c'est l'écriture. En Afrique ici, c'est la parole qui est sacrée. Donc cette décision du président Alassane Ouattara, pour nous, c'est un réconfort et une source de motivation pour continuer le combat. Et je pense que ça va inspirer notre président ici pour qu'il aille dans le même sens. Et déjà, comme il a annoncé le report de ces élections législatives couplées au référendum, je pense qu'il a fait un premier pas qui est important. Tandis que Ouattara annonçait son retrait du palais présidentiel en 2020, le FNDC se faisait aussi entendre en Guinée. Le projet de constitution plane sur la Guinée et les violences politiques se succèdent. À Conakry, l'acte 8 de la résistance active et citoyenne a enregistré 2 nouvelles victimes et des blessés. Des blessés et des morts sont de trop. Mais qu'est-ce qu'on peut? Si on manipule une catégorie de citoyens, leur montrer que l'État c'est leur ennemi, leur montrer que les agents de sécurité c'est leur ennemi. On a fini par faire de la violence un moyen de combat politique. Qu'est-ce qu'on peut malheureusement? On ne peut absolument rien. On ne peut que regretter et demander que les leaders qui manipulent ces jeunes priorisent les moyens démocratiques de combat politique. Dans toutes les préfectures de la Guinée, les manifestants sont généralement paisibles. Ce sont les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité qui sont censées encadrer les manifestations, souvent qui provoquent des incidents et qui dégénèrent. Je lance un appel au peuple de Guinée de s'inspirer de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, d'exiger de leurs dirigeants le respect des engagements pris, puisque c'est des engagements solennels. Nous considérons que notre société est une société respectueuse des vertus. Mouvance et opposition se renvoient la responsabilité de cet échec politique en Guinée. Mais devant l'inconscience quasi collective, les politiciens guinéens passent toujours entre les mailles du filet, en foulant aux pieds le jeu démocratique. C'était la réaction de quelques acteurs politiques sur cette annonce historique du président Ouattara. Forcément, notre invité a également sa lecture de cette déclaration du président ivoirien. Écoutez, en ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas du tout étonné. Vous savez, le président Ouattara a été le chef du département Afrique au Fonds monétaire lorsque moi j'y entrais comme jeune économiste, donc nous avons travaillé ensemble. C'est l'une des personnes les plus organisées que moi j'ai jamais vues. Et un homme extrêmement capable et surtout qui tient toujours ses engagements. Donc moi je n'ai jamais douté des engagements de M. Ouattara, contrairement à la plupart des gens parce que je le connais bien. C'est un homme de parole, un homme éclairé et extrêmement courageux et très organisé. Et le parallèle avec Alpha Condé de cette déclaration? Ben, écoutez, parce que vous avez la chance de côtoyer les deux hommes. Hein. Voilà, j'ai côtoyé les deux hommes, effectivement. Je suis l'un de ceux qui connaissent les deux à la fois. Je pense que c'est des personnalités complètement différentes. Le professeur Alpha Condé, je ne pense pas trop le connaître parce que le Alpha numéro 1 que moi j'ai connu, c'était un grand combattant, c'était un grand démocrate avec qui nous avons passé beaucoup de temps pour nous battre pour asseoir la démocratie, la liberté en Guinée. Mais Alpha 2, ça c'est une nouveauté pour moi. C'est l'homme qui se renie, c'est l'homme qui ne tient plus ses engagements, c'est l'homme qui fait le forcing pour se maintenir président à vie. Et ce Alpha 2-là, moi, je le connais beaucoup moins. Alors, parlant de ce Alpha 2-là, il faut dire que dans la politique, toutes les subtilités sont possibles. Il y a des informations qui circulent par rapport à votre personnalité, parce qu'il faut dire que, on le sait, il y a toujours des accointances, même si ce n'est pas officiel. Il y a une crise au sein du RPZ Arc-en-Ciel en termes de successeur d'Alpha Condé et les informations font état qu'il n'est pas exclu que les rênes du RPG puissent notamment mouiller dans la grande mare du PADES parce que tout simplement vous partagez le même champ électoral. Est-ce que ces velléités de collaboration future entre vous et le président Alpha Condé au soir de son mandat pour vous permettre notamment d'exceller sont-ils? Non, mais écoutez, en ce qui me concerne, je ne suis pas en contact actuellement avec le professeur Alpha Condé. Ceci dit, en politique, on ne dit jamais jamais. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à tout. Non, mais le PADES est un nouveau parti qui n'est là que pendant 3 ans.
Or, les militants ont 25 ans, 30 ans, 50 ans. Ça veut dire que nous prenons des gens qui nous font confiance de tous les partis politiques. Je dis absolument de tous les partis politiques, pas du RPG seulement. Et ceci dit, je crois que les militants du RPG sont très mal à l'aise. Pendant très longtemps, ils se sont battus. Et je rappelle que j'en faisais partie. Justement, nous nous sommes battus. C'est ce que crée un peu ces liens qui ont existé. Oui, nous nous sommes battus pour la liberté. Nous nous sommes battus pour la dignité du Guinéen. Et nous avons résisté à l'oppression et en Guinée et en Afrique. Eh bien, aujourd'hui, le RPG de professeur Alpha Condé numéro 2 a pris une toute autre direction. Donc, d'où le malaise de ces milliers de RPGistes qui ne voient plus du tout que leur combat est celui que l'on mène aujourd'hui, qui ne se reconnaissent plus dans ce combat-là. Et voilà, c'est tout aussi simple. Et si ces militants-là aujourd'hui vous tendez la main, parce que déjà vous avez commencé le combat démocratique ensemble, même si par la suite les ambitions se sont opposées, vous avez créé le PADES, et que il faut quand même reconnaître qu'au sein du RPG, vous suscitez quand même de la et de la crédibilité. Mais c'est tout à fait logique et c'est normal, puisque c'est des gens qui se sont battus avec moi. Ils sont toujours les bienvenus dans PADES, qui est aussi leur parti au même titre que le RPG Arc-en-Ciel. Et pas seulement eux, nous avons aussi des militants qui viennent de tous les autres partis que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Ils sont toujours les bienvenus au PADES, parce que le PADES est un parti qui se bat pour la liberté de la Guinée, pour la démocratie et aussi pour le développement économique. Il ne faut pas l'oublier. Les vrais défis de la Guinée sont des défis économiques. Ce que nous cherchons, c'est avoir des routes, des bonnes routes que nous n'avons pas. Ce que nous cherchons, c'est avoir l'électricité qu'on n'a pas. Ce que nous cherchons, c'est avoir des bons hôpitaux que nous n'avons pas, des bonnes écoles. Ce que les Guinéens veulent, c'est avoir des emplois pour ces milliers de jeunes. Et ça, nous savons le faire au PADES. Alors, parlant du RPG originel, il y a cette démission quand même, qui a suscité également beaucoup de tollés sur les réseaux sociaux combat au sein de la classe politique guinéenne. C'est la démission de M. Abdoulaye Yero, désormais ex-ministre de l'enseignement supérieur. Vous, qui êtes dans la même situation que lui, parce que même si vous n'avez pas démissionné de votre poste, lui il a démissionné pour... Alors, quelle lecture, parce que dans sa lettre de démission, il n'a parlé que de RPG Moi j'ai démissionné beaucoup de fois, je ne vais pas revenir sur ça. Sauf que ça n'a jamais été officiel. Si, tout à fait, c'est officiel. La dernière démission, c'est de l'Assemblée nationale, c'est officiel. Non, je parle du ce que je veux dire, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour M. Yero Baldé. Pourquoi? Vous savez, c'est pas facile de démissionner. Il faut avoir une forte personnalité pour ne pas aller comme la majorité de votre groupe. Ça demande déjà du courage. Ça demande la foi. C'est qu'il s'est senti trahi dans ses convictions. Donc, moi, j'ai salué le courage et j'estime que beaucoup de Guinéens doivent être courageux. Lorsqu'on est dans une organisation politique et que ce parti politique ne répond plus aux aspirations pour lesquelles vous êtes battus, vous avez tout à fait le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Alors, cette dernière question, Monsieur le Président, c'est un peu, on va parler de cette mission de conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine qui se trouve en Guinée dans le cadre de la gestion de la crise. Est-ce que vous, quel regard portez-vous sur cette... Parce que même si on avait assisté à un tollé par rapport à un des représentants qui est désormais remplacé, est-ce que vous croyez à la capacité de cette mission de tenir cette crise guinéenne pour notamment nous sortir de là de façon heureuse? Alors là, vous vous trompez complètement. Le rôle de la mission n'est pas de tenir la crise. Ce n'est qu'une mission technique qui vient juste voir l'état du fichier sur lequel on va faire l'élection. C'est tout. Je crois qu'il ne faut pas donner plus d'importance à cette mission qu'elle n'en a. Et la mission n'a pas pour objet de refaire le fichier. Si le temps est trop court, la mission est venue juste avoir un avis sur l'état de ce fichier. Et voilà, c'est tout. Alors, donc, si vous avez à l'instant même des Guinéens qui sont de partout dans le monde, parce que vous êtes sur la télé du 21e siècle, le plus suivi à l'international qu'en Guinée, alors on vous offre 1 minute, docteur. Vous allez vous adresser à ces Guinéens, leur dire vos ambitions et ce que vous prévoyez pour ce peuple de Guinée une fois au pouvoir. Vous regardez cette caméra et puis voilà, c'est vous. Écoutez, je crois que c'est tout à fait normal qu'on dise exactement d'abord pourquoi on fait de la politique. Moi, je fais de la politique parce que j'en avais marre d'être technocrate. J'ai remarqué simplement que les hommes politiques, ils ne faisaient jamais ce que nous leur demandons de faire.
Moi, mon ambition est le développement économique. Il faut développer la Guinée. Mais parallèlement, on ne peut pas développer la Guinée sans asseoir la vraie démocratie et la participation inclusive de tous les Guinéens, de quelque bord que ce soit. Donc il faut qu'on s'occupe du sentiment national guinéen. Il faut que tous les Guinéens aient le sens d'appartenir à la Guinée. Il ne faut pas que certains groupes se sentent rejetés, reprimés, tandis que d'autres s'octroient des privilèges qu'ils ne méritent pas. Tous les Guinéens doivent être de la même enseigne. C'est l'une des raisons pourquoi je me suis toujours battu contre la division que le professeur Alpha Condé a essayé ces derniers temps de diviser le peuple de Guinée. J'ai été de tous les combats pour souder le peuple de Guinée parce que nous sommes un peuple uni et indivisible. Nous avons des défis économiques importants, je l'ai dit tout à l'heure. La Guinée, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Malgré tous les atouts que nous avons eus depuis 60 ans, nous avons été bâillonnés, ballottés de gauche à droite et le peuple de Guinée n'a jamais pu avoir un peu de prospérité économique. C'est ça mon objet. Il faut qu'on soit capable de faire des routes dans ce pays, dans toute la Guinée. Il faut qu'on soit capable d'avoir des hôpitaux performants dans toute la Guinée et que les dirigeants guinéens arrêtent d'aller se soigner à l'extérieur et d'envoyer leurs enfants à l'extérieur pour étudier. Lorsque l'élite le fait, ça veut dire que le pays est sans espoir. Faisons tout pour que la Guinée ait les meilleures écoles, et là on est capable de le faire. Faisons tout pour qu'on ait des bonnes routes, qu'on ait l'eau, qu'on ait l'électricité, que nos jeunes puissent trouver des emplois et que des milliers de Guinéens qui sont à l'extérieur puissent trouver en la Guinée un pays accueillant qui puisse absorber les compétences qu'ils ont acquises à l'extérieur de la Guinée. Merci. Voilà notre ambition. Merci docteur. Il faut le dire que vous qui avez pris du temps à nous suivre dans cette émission et sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV, malheureusement nous arrivons à la fin de ce numéro de Starcom consacré essentiellement à la situation qui prévaut en Guinée en termes de crise contre le projet de la nouvelle constitution qui passe notamment par le référendum, pourquoi pas à la crise politique autour de l'organisation des élections législatives couplées au référendum. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. J'espère tout simplement que vous avez éprouvé du plaisir à nous suivre et que cette émission vous a permis d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité en Guinée. À bientôt pour un autre numéro de Starcom avec un autre acteur.